Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter une belle histoire parce que je ne peux pas faire ça tous les jours. Le problème, c'est que je suis tout le temps sur plein de fronts différents en même temps, donc c'est pas toujours facile. Mais je vais essayer de faire des suites quand même du mieux que je peux. Je parle du couple moribond dont j'ai parlé hier, Covid et Soleil. Non, aujourd'hui, je vais être beaucoup plus sérieuse. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas parce que je fais la vidéo à cette heure-là que j'ai rien foutu depuis ce matin, hein. Parce qu'en fait, je dors 4 ou 5 heures à peu près, 5, enfin, ça dépend, mais très profondément, mais 2 ou 3 heures du matin, je suis déjà sur le pont, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai travaillé pendant 3 heures ce matin, 2, 3 heures facile sur le masculinisme, là où je, je- j'ai j'ai quasiment terminé, là. Faut que je relise tout et puis que je relise tout à plusieurs reprises et puis je vois comment je vais clore mon truc. Voilà, bon. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler, c'est nettement moins drôle, de violence conjugale et de détresse sociale. Alors, on ne peut pas non plus tout mélanger, hein, chacun son... C'est pas que ce soit ma spécialité, mais disons que c'est vrai que je suis encore plus soucieuse, là, des violences conjugales, donc vraiment à l'intérieur du confinement. D'accord? Bon. Alors déjà, il y a un truc que je voudrais dire au sujet de Macron, d'Emmanuel Macron. On peut dire tout ce qu'on veut, hein, je n'approuve pas du tout sa politique, et puis bon, c'est une chose, mais moi je considère que bien malin celui qui pourrait prétendre aujourd'hui avoir fait mieux que lui dans la même situation, quoi. Hein, bon. Alors, il y a un truc que j'ai entendu à plusieurs reprises hier, où Macron dit, quand les gens, avec le hashtag on vous répond, etc., sur France Inter ou sur France Télévisions, et que Macron répond et qu'Édouard Philippe répond on ne sait pas. Est-ce que vous savez? On ne sait pas, on ne sait pas. Et il répond on ne sait pas. Alors, il y a bien des chefs d'État et bien des responsables politiques qui s'aventureraient à ne jamais prononcer une chose pareille, vous pensez bien. Parce que, aux yeux de certains, aux yeux des gens qui sont un peu primaires côté neurones, dire qu'on ne sait pas, c'est avouer son impuissance, hein. Moi, je considère qu'un responsable politique, surtout quand on est président de la République ou Premier ministre, qui dit on ne sait pas ou je ne sais pas, c'est toujours pour des trucs, c'est pas des trucs politiques, hein, c'est toujours des trucs strictement scientifiques. Je trouve que c'est une forme de courage et d'intelligence. Et moi, je le remercie. C'est pas tous les jours que je remercie Macron, donc faut en profiter pour une fois que. Mais attendez, parce que après je demande des trucs, donc il y a quelques précautions à prendre avant. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Voilà. Alors donc du coup, il se réfère toujours au comité scientifique. Alors il y a des gens évidemment qui trouvent à critiquer par rapport à ça. Il y a bien des pays qui sont aujourd'hui avec le coronavirus et qui accordent beaucoup moins d'importance aux scientifiques. Pourquoi c'est important? Parce que vous avez plein de chefs d'État, dont les puissances les plus importantes, des plus importantes au monde, comme Trump par exemple, qui n'ont absolument aucun scrupule à parler de religion, à flatter les évangélistes, etc., etc. Or, qu'est-ce qu'on voit? C'est que justement dans l'Est de la France, un des plus gros foyers qui s'est déclaré, c'était précisément lors d'un culte, hein, chez les évangélistes. Manque de bol, manque de bol. Et si Macron met un point d'honneur justement à toujours se référer à ce que dit le comité scientifique, c'est précisément en opposition euh, 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 à certains dirigeants politiques qui auraient tendance à dire Dieu vous bénisse, on va prier ensemble, etc. Non, non, c'est pas une question de prière, hein. Je veux dire, je suis pas en train de mépriser la prière quand je dis ça, hein. C'est pas du tout du mépris de ma part, hein. Moi, la religion, c'est quelque chose d'intime. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, et je n'ai aucun doute sur le fait que certains prient aujourd'hui, qui sont croyants. Je les en remercie, mais faut garder les pieds sur terre, d'accord? Faut garder les pieds sur terre, hein. Bon. Euh, voilà, ça c'est fait. Je vais compiler certains trucs parce que la vidéo, elle est surtout au sujet des violences conjugales au sein du confinement, d'accord? Bon. Il y a un énorme problème aujourd'hui au sujet du droit à l'IVG. Alors, il y a des gens qui confondent défendre le droit à l'IVG et défendre la notion d'IVG. Ça peut sembler étrange, hein, comme nuance. Il y a pourtant une nuance fondamentale. C'est qu'il y a des gens qui s'imaginent que dire à une gamine ou à une femme qu'elle peut pratiquer et qu'elle a le droit de pratiquer un IVG, c'est quelque chose de léger, sans conséquence.
qu'elle peut être irresponsable, etc. Non, c'est pas du tout ça l'IVG. Hein. C'est pas du tout ça. Le droit à l'IVG, c'est un droit fondamental qui a pour but de répondre à une situation de détresse, d'extrême détresse, d'une femme qui se retrouve enceinte et qui ne l'a pas désiré. Jusqu'à preuve du contraire, quand un homme a une relation sexuelle avec une femme, quel que soit l'âge qu'il a, quel que soit l'âge qu'elle est, ils sont aussi responsables l'un que l'autre. Or, la nature est faite de telle sorte hein, que si jamais elle se retrouve enceinte, c'est quand même bien elle et elle seule qui est dans la merde jusqu'au cou. D'accord? Alors aujourd'hui, la loi dit qu'elle a le droit de pratiquer un IVG jusqu'à 12 semaines. Donc moi, je demande à Emmanuel Macron et à Édouard Philippe d'autoriser par décret jusqu'à la 14e semaine, et ce jusqu'au mois de décembre, jusqu'à fin décembre. Il n'est pas question de faire du forcing, il n'est pas question de faire du forcing au niveau de la loi sur le plan constitutionnel. Il est question de répondre à une situation d'extrême précarité sociale de certaines femmes aujourd'hui ou jeunes filles qui se retrouvent enceintes et qui, à cause du confinement et à cause du Covid-19, se retrouvent dans la merde jusqu'au cou. Et en ce sens, je relais l'appel qui a été fait par certains gynécologues qui ont dit, nous, de toute façon, même si on est dans l'illégalité, on le fera parce qu'on ne laissera pas les femmes dans la merde avec cet énorme problème. Voilà. Donc moi, je demande à Emmanuel Macron de légiférer par décret sur ce sujet-là jusqu'à fin décembre, autoriser le droit à l'IVG jusqu'à la 14e semaine. Et à partir du 1er janvier, remettre ça pour que la loi soit de nouveau étudiée et que ça repasse par les créneaux prévus par la Constitution française. Il n'est pas question de faire du forcing sur le long terme. Il est question de répondre à des situations d'urgence. Là, j'ai écouté en début d'après-midi sur France Inter le journal, c'est à midi et demi tous les jours, ils ont modifié leur grille pour répondre aux situations d'urgence. Et vous avez des gens qui se retrouvent dans des situations complètement hallucinantes. Ils ne savent pas s'ils vont garder leur travail. Ils ne savent pas ce qu'ils vont toucher comme argent. Ils sont dans une précarité sociale importante. Ils devaient déménager, occuper un poste à cause du confinement. En fait, ils avaient prévu d'aller habiter à tel endroit pour avoir tel endroit. Ils ne savent pas s'ils vont toujours être embauchés ou pas. Ils ne savent pas s'ils vont pouvoir déménager. Ils ne savent pas s'ils vont pouvoir quitter leur appartement, s'ils vont pouvoir le vendre, etc., etc. Donc c'est quand même très compliqué. Si vous rajoutez à ça le fait de se retrouver enceinte accidentellement et de ne pas savoir comment gérer, c'est extrêmement grave. Je tiens juste à rappeler que moi, je vous l'affirme et je vous le certifie, c'est ce que j'appelle, moi personnellement qui suis croyante, j'appelle ça un acte d'amour et un acte de compassion pour venir en aide à des gens à des femmes qui sont dans la détresse. D'accord? Alors les anti-IVG, je les attends. Putain de merde, je les attends. Comme vous n'avez même pas idée. Bon, ça c'est fait. Je vais essayer de garder mon calme parce qu'il y a des coupons dans le cul qui se perdent et c'est moi qui vous dis qu'il va pas falloir me faire chier sur le sujet. Bon, ensuite, au sujet des violences conjugales au sein des familles, dans l'urgence, il faudrait pouvoir permettre aux policiers et aux gendarmes au sein des commissariats et des gendarmeries d'imposer le port du bracelet d'éloignement. C'est-à-dire que les bracelets d'éloignement puissent être décidés au sein de la gendarmerie et au sein des commissariats sans passer par la décision du juge, comment ça s'appelle déjà, qui s'appelle l'ordonnance de protection. Parce que le problème, c'est que la situation est la suivante. Quand une femme vient se plaindre à la gendarmerie ou au commissariat qu'elle a été frappée par son mari, la loi telle qu'elle est faite aujourd'hui impose que ce soit le juge des affaires familiales ou un juge, je ne sais pas exactement s'il y a d'autres juges qui peuvent le faire, qui décide de l'ordonnance de protection, donc qui fait le certificat en question, et c'est seulement suite à cette ordonnance de protection, justement, que le bracelet d'éloignement sera imposé au mari violent. Le problème, c'est qu'entre le moment où la femme va aller au commissariat déposer plainte, ou en tout cas expliquer ce qui se passe, pour sauver sa peau, et le moment
ou trouver le juge qui va faire l'ordonnance de protection, que ça revienne à la gendarmerie ou au commissariat, le mec, il a le temps de la zigouiller 10 fois. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis désolée d'être un peu brutale dans ma façon de m'exprimer, mais c'est quand même de ça dont il est question. Alors que si les bracelets d'éloignement étaient délivrés au sein des commissariats et au sein de la gendarmerie, alors que, en général, en plus, quand vous avez entendu, quand il y a des voisins qui sont déjà allés raconter à la gendarmerie qu'ils ont entendu des bruits pas clairs, etc., et que les gendarmes sont déjà venus à plusieurs reprises, ils savent très bien quel mec est violent et quel mec est dangereux avec son épouse ou sa compagne. D'accord? Donc à partir du moment où ils le savent, il suffit qu'ils aient, eux, le matériel sur place et qu'ils aient le droit de l'imposer au mari violent. Alors il va où, le mari violent, une fois qu'il a plus le droit de rentrer chez lui? D'accord? Eh bien, on n'a rien à foutre. Il se démerde, il va voir ses potes. D'accord? Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit en sécurité avec ses enfants. C'est ça qu'il faut. Voilà. Ensuite, j'ai entendu Eva Darlan il y a quelques jours qui en parlait. Et elle était évidemment sous le coup de l'émotion aussi. Et c'est normal. Il y a une augmentation de 30% des déclarations de violence conjugale, là, à cause du confinement. Et malheureusement, c'est juste absolument terrifiant. Premièrement, il y a un truc qu'il faut savoir. La violence conjugale, c'est pas uniquement des coups. Ce sont aussi des pervers manipulateurs. T'es moche, t'as bu ta gueule, à quoi tu ressembles? Tu fous rien. Qu'est-ce que t'as encore glandé aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as foutu? Je veux dire par là que la violence psychologique, c'est une forme de violence au sein du couple. C'est une forme de violence. D'accord? Alors, j'ai notamment sur mon ordinateur, depuis plusieurs années, j'ai rédigé un certain nombre d'articles hyper importants dans plein de domaines différents qui tournent tout autour de la famille. Et il y a notamment un truc que j'avais fait qui s'appelle l'observation objective de la souffrance au sein du couple. Alors, cette idée m'était venue en observant, en apprenant qu'une psychologue, une psychiatre, une pédopsychiatre américaine avait fait ça pour les enfants. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il existe un moyen objectif d'observer la souffrance d'un enfant. Et donc, moi, j'avais fait le test, justement. Et j'étais arrivée à 6 sur 20, je crois. Ce qui était quand même pas grand-chose. C'était quand même pas terrible, mais bon, ça c'est comme ça. Bref, je suis pas là pour parler de moi. Mais je m'étais dit quand même, c'est bien foutu ce truc-là. Et donc, je m'étais inspirée de ce truc-là. Et donc, est-ce que c'est en fait une somme d'une vingtaine de questions, je crois. Et donc, vous avez plusieurs degrés. Quelquefois, oui, rarement, souvent, très souvent. Vous voyez ce que je veux dire? 1, 2, 3, 4. Donc, ça donne des notes à chaque ligne. Et donc, évidemment, au bout des 20 questions, vous arrivez à une somme. Vous arrivez à un chiffre. Et selon le chiffre, évidemment, ça donne une note globale qui permet de déterminer de façon objective si la femme est en souffrance ou pas au sein du couple. C'est valable pour l'homme aussi, parce qu'il existe des femmes qui sont violentes avec leur compagnon ou avec leur mari. Que les choses soient bien claires. Pour moi, il n'y a absolument pas je veux dire, je ne suis pas du tout dans le déni quand ça se produit dans l'autre sens. Bien au contraire. C'est exactement... De toute façon, mon questionnaire est fait de telle sorte que ça puisse servir dans un sens ou dans l'autre. Non, mais je précise ça parce que je travaille sur le masculinisme en ce moment. Donc, imaginez-vous bien que j'en ai sous la semelle sur le sujet. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Voilà. Donc, je reviens à Eva Darlan qui avait expliqué et elle disait l'idéal, c'est quand même quand la femme reste à la maison. Reste dans la maison et que le mari est éloigné. Sur ce point, je ne suis pas d'accord, moi. Je ne suis pas d'accord, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je comprends que ce soit tentant de raisonner comme ça. Pour moi, il faut suivre précisément ce qu'elle demande. Parce que personne ne peut déterminer dans l'urgence, personne ne peut déterminer si elle est face, où elle en est, face au fait de déposer plainte. Elle peut chercher à se protéger simplement, dans un premier temps, et puis se sentir trop faible pour déposer plainte. Selon qu'elle a un travail, si jamais elle a un travail et qu'elle peut rester dans l'appartement, c'est juste, je serais tentée de dire, une histoire de paperasse. D'accord? Il suffit de balancer, de modifier le bail pour qu'elle soit détentrice du bail, et puis lui, il dégage dans ce cas-là. D'accord? Bon. Maintenant, on va voir les choses autrement. Imaginons par exemple que cette femme en question, elle soit femme au foyer. Donc le loyer, il a son nom à lui. Est-ce que vous croyez sincèrement que c'est sain sur le plan psychologique de l'imaginer en train de rester dans un appartement alors que c'est lui qui paye le loyer et que c'est lui qui est violent? Certainement pas. Mais ça n'est pas sous le coup de l'urgence qu'il faut en juger. Surtout pas.
Là, c'est le travail des associations, des assistantes sociales, qui vont pouvoir l'aider à faire ce cheminement. Parce que entre le moment de dire putain, mais il va me démonter la gueule, il faut absolument que je trouve une situation dans l'urgence, et puis le fait de dire à froid, voilà ce que j'aimerais, il y a un laps de temps là. Alors là, ce laps de temps-là, en période de confinement, je vous raconte même pas ce que ça va donner. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire là, c'est que les 30% d'augmentation, qu'est-ce que c'est? Les 30% d'augmentation, c'est ce qui est arrivé au commissariat ou à la gendarmerie, d'accord? Ça ne correspond absolument pas à la réalité, malheureusement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des femmes qui en chient un max à l'intérieur des maisons et qui, malheureusement, ne disposent d'aucun moyen de le faire savoir à l'extérieur. Alors, je rappelle, par contre, que le gouvernement a prévu de demander de l'aide aux pharmaciens, et c'est effectivement un très très bon moyen que d'aller voir le pharmacien pour expliquer ce qui se passe. Alors, il y a des gens qui vont dire pourquoi le pharmacien serait-il... Le pharmacien, on a tous quand même chacun notre pharmacien qui vous connaît quand même un tant soit peu, et donc il est quand même apte à recevoir le témoignage et à le transmettre aux associations ou à la gendarmerie quand ça va être nécessaire, et c'est ce qu'il est chargé de faire d'ailleurs. Alors il y a des gens qui se posent des questions, qui vont dire enfin je me pointe devant le pharmacien, ça ne regarde pas les gens autour de moi, etc. Ce qui est vrai. Premièrement, aujourd'hui, avec le confinement, les pharmaciens ont mis un bandeau bleu ou d'une autre couleur tous les 1 mètre, 1 mètre 50, enfin 1 mètre à peu près. Donc déjà, quand vous parlez à la pharmacie, les gens, ils sont quand même derrière vous. Hein. Ils ne sont pas tout près de vous, ils sont derrière vous. Bon, maintenant, je comprends qu'il y a des femmes qui peuvent hésiter ou se poser des questions. Alors, je vais juste vous raconter un truc. C'est qu'il y a une loi qui est passée au niveau des pharmaciens il y a, je ne sais pas, peut-être 6 mois, 1 an, je ne sais plus exactement, qui ouvre le droit aux pharmaciens, non pas de consulter comme un médecin, mais de pouvoir s'entretenir avec un de ses clients euh, pour un suivi médical, lire une ordonnance, prendre l'attention ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en théorie, je crois que, enfin moi, mon pharmacien, M. Mulot, a pas vieilli à ça, mais je pense que c'est pareil dans toutes les pharmacies, c'est-à-dire qu'ils ont un petit bureau où ils peuvent recevoir les gens. Donc, le pharmacien en question peut très bien vous dites que vous avez besoin de parler de toute urgence à quelqu'un, normalement il comprendra très bien de quoi il s'agit. Et il va vous faire entrer dans la petite pièce et vous allez pouvoir expliquer. Si jamais il ne s'agit pas de vous ou qu'il s'agit de quelqu'un de proche de vous, d'un voisin ou quoi que ce soit, vous faites la même chose. Vous expliquez ce qui se passe et vous pouvez juste sauver la vie de la femme en question, quoi. Donc ça vaut le coup de se pencher sur le problème. Voilà. Voilà, en tout cas, le fait de vouloir rester dans l'appartement, ce qui se passe aussi, c'est que ce qui se passe dans la réalité, c'est que quand une femme décide de faire le nécessaire pour arrêter de souffrir et pour se séparer de l'homme qui est violent, personne dans l'urgence ne peut savoir vraiment à quel stade elle en est. C'est pour ça qu'on ne peut pas considérer que rester dans l'appartement, ce soit la solution. Moi, je considère que si c'est lui qui paye le loyer, ça n'est pas la solution sur le long terme. Bon, maintenant, si jamais elle a un salaire et qu'elle veut récupérer l'appartement, ok, mais en fait, il faut, sur le moyen terme et le long terme, il faut absolument écouter et suivre ce qu'elle dit, elle. C'est ça qui est important. Parce que c'est elle qui est la mieux placée. C'est elle qui est la mieux placée. Par exemple, si vous avez le cas d'une femme qui travaille, les enfants sont adolescents, et les enfants voient très bien ce qui se passe, et qu'elle sait que les enfants sont de son côté à elle, et qu'elle est soutenue par ses enfants, c'est pas du tout le même cas que si jamais elle a 3 enfants en bas âge, et qu'elle n'a pas de salaire. Vous avez certaines femmes, par exemple, qui disent, moi, j'en ai tellement chié dans cette baraque, je veux absolument habiter ailleurs, partir habiter ailleurs, dans un logement plus petit parce que j'ai des tout petits revenus, je veux pas de son argent, je veux plus entendre parler de lui, et je veux habiter ailleurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est à elle, c'est elle seule qui sait, qui est la mieux placée pour savoir ce qui est mieux pour elle. Voilà. Mais dans l'urgence, il faut d'abord lui sauver la peau. Et aujourd'hui, vous avez des femmes qui sont dans des situations extrêmement difficiles chez elles et qui, à cause du confinement, malheureusement, ne trouvent pas le moyen de donner l'alerte. Voilà. Alors surtout, dès que vous entendez quelque chose, effectivement, il faut le dire. Mais malheureusement, il y a des choses qui ne vont pas être entendables de l'extérieur. Ça, c'est certain. Malheureusement, c'est certain. Les 30% d'augmentation là, c'est juste le haut de l'iceberg. Hein. C'est clair. C'est clair. Quand le confinement va être levé, on va malheureusement apprendre des choses absolument terrifiantes qui sont passées derrière les portes. Hein.
C'est certain, malheureusement. Et je suis plutôt de nature optimiste de nature, mais là, je suis parfaitement réaliste. D'ailleurs, dès le début du confinement, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Je dis, enfin, j'en avais parlé à Thomas notamment par vidéo. Je lui avais dit, mais là, au niveau des violences conjugales, ça va être la vraie catastrophe. Et c'est la vraie catastrophe. Mais ça, personne n'y est pour rien, hein. Je veux dire, le confinement, on est obligé de le respecter. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Je suis désolée d'être un tout petit peu sur le charbon ardent sur le sujet, mais quand il s'agit de danger de vie et de mort, je pense que c'est justifié.